C'est donc en France que nous allons pour commencer. La France où la précarité fait des victimes. Retraités, jeunes, mères de famille, ces victimes ont aussi différents profils. Dans l'Hexagone, près de 8 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté. En lame de fond, le chômage, bien sûr, mais pas seulement. Il y a ce qu'on appelle les travailleurs pauvres, les travailleurs précaires. La crise économique et son impact sur l'emploi a donc rendu encore plus incertaines les conditions de vie et a davantage fragilisé les personnes en difficulté, incapables parfois de faire face à des dépenses courantes, les charges et les factures, par exemple. Endettés, voire surendettés, mal logés ou sur le point d'être expulsés, certains ont même choisi, ou non, de vivre dehors pour réduire leurs dépenses, dans une camionnette ou sous une tente. Nous sommes allés à leur rencontre, regardez. Une période de campagne présidentielle est un moment important pour remettre au cœur des débats les problématiques auxquelles sont confrontés les Français. Parmi elles, bien présente, la précarité. Nous sommes dans le Val-de-Marne, à Charenton-le-Pont, la banlieue sud de Paris. Cette femme a 43 ans, elle souhaite rester anonyme. Nous l'appellerons Marianne. Dans les locaux de l'association Emmaüs, SOS Famille, elle vient chercher un soutien financier. Marianne a besoin de 300 €, une dette de loyer qu'elle doit éponger. Pour l'instant, non, mais je pense que, je sais pas, j'avais été voir mademoiselle... Il y a quelques mois encore, Marianne gagnait sa vie, près de 1 600 € net par mois. Après un licenciement et faute de soutien juridique, elle se retrouve ambulancière intérimaire, avec entre 500 et 900 € selon les mois, pour vivre, pas loin du prix d'un loyer, en région parisienne. Je me suis retrouvée ambulancière parce que je ne retrouvais plus dans ma branche. C'est pour ça. Je faisais beaucoup d'intérim et de CDD. Et après, j'ai pas trouvé. J'ai une période où j'ai pas trouvé. Je suis tournée vers l'ambulance. C'est une roue de secours, oui. Une roue de secours qui permet quand même de vivre. Et puis quand on en a marre, on change. Est-ce que c'est un travail qui est quand même physique, j'imagine? Tout à fait. Très physique. Très physique et les heures sont pas comptées. On peut faire des journées de 10 à 12, 13, 14 heures par jour. Et reprendre le lendemain, voire 6 jours sur 7 comme ça. Ce qui était mon cas d'ailleurs. Alors, ce qui est assez paradoxal, c'est que vous expliquiez tout à l'heure que vous gagnez trop pour certaines aides. Ah bah oui, 500 € c'est trop pour certaines aides par mois. Il y avait 2 € de trop par mois. Quelle aide? Pour avoir la moitié des transports ou en partie des transports. Alors que quand on travaille, l'employeur est obligé de nous payer la moitié des transports. En commun. La carte orange et tout comme ça. Donc pour 2 €, ils font pas de cadeau. Ah, il n'y a pas de cadeau à faire, hein. C'est comme ça, c'est 2 € trop, c'est 2 € trop. Donc vous m'avez dit, donc maintenant vous l'avez mis à... Son dossier est examiné par la bénévole. C'est la deuxième fois que Marianne vient à l'association SOS Famille pour demander de l'aide. Mais cette fois, Annie Moulet n'est pas sûre qu'elle sera en mesure de rembourser l'argent prêté. Ils me font tous les 4 mois, alors non, tous les 3 mois. 3 Oui, mois, 4 mois, oui. Le tiers. Il faut absolument que vous puissiez assurer le règlement de votre loyer actuel. Ah oui, bien ça. Après, il va falloir que on étudie ça. C'est un petit peu compliqué parce que si en comptant vraiment que les frais incompressibles, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas les limiter, le loyer, le DF, le téléphone, le mutuel, les impôts. Qu'est-ce qui vous reste Rien. si on considère qu'il faut vous mangiez? Le problème, il est là, c'est que, comme on vous a expliqué, hein, vous l'avez bien vu la dernière fois, nous, bien sûr, on vous prête sans frais, on veut bien prendre des petites mensualités pour bien vous aider, mais il faut quand même que vous puissiez un tout petit peu, pour une fois, nous rembourser. Et là, mon problème qui se pose, c'est que je me demande comment vous demandez des remboursements sans vous pourrez de manger. Voilà, c'est beaucoup plus compliqué. Si ici, ils n'acceptent pas votre dossier, quel est votre moyen de faire face à cette dette?
Je sais pas, peut-être aller travailler la nuit en ambulance. Peut-être aller travailler la nuit en ambulance ou vendre des choses chez moi. J'ai marqué qu'on avait payé en juillet. L'association Emmaüs SOS Famille est spécialisée dans la prévention du malendettement auprès des personnes en difficulté. Objectif, leur éviter de basculer dans le surendettement. D'accord, vous voyez avec eux. Si Ces bénévoles aident à rééquilibrer les budgets des foyers en prenant en charge certaines factures ou une éventuelle dette. Un prêt à taux zéro qu'ils devront rembourser par petites mensualités adaptées à leurs revenus. Car ici, on parle de solidarité, mais pas de charité. Dans ce pôle, on gère une 60aine de dossiers. La plupart sont des victimes de ce qu'on appelle des accidents de la vie. Chômage, maladie, séparation, parfois simplement l'arrivée d'un nouvel enfant. Catherine Bobillot et Marie-Jacqueline Gans sont elles aussi bénévoles à SOS Famille. Elles évoquent des situations sur le fil du rasoir. De loyer. Le problème qu'on voit que les gens vivent maintenant de plus en plus, c'est ça, c'est des ressources issues du travail insuffisantes, soit parce que les salaires amputés, parce que temps partiel, soit parce que des petits salaires qui n'ont pas suivi du tout la croissance des charges en face, des charges de la vie courante. Donc il y a un effet ciseau qui peut pas être compensé d'aucune façon. Donc, c'est des situations qui se détériorent de façon très rapide. Il suffit qu'il y ait un petit accroc. Oui. Si vous commencez à avoir des dysfonctionnements dans votre compte en banque, tout de suite, ça va vous coûter plus cher. C'est-à-dire que vous allez avoir le découvert, bon ça c'est une chose, mais après vous allez avoir les incidents de paiement avec les frais, parce qu'on entend souvent évoquer les problèmes de tarification excessive des frais, des incidents de paiement. Et là, tout de suite, votre compte en banque, il plonge dans le rouge de façon permanente. On ne peut pas remonter des choses comme ça. Donc, c'est la fragilité des situations en fait, qui crée la difficulté. La crise, le chômage, mais aussi une nouvelle conjoncture, donc l'instabilité familiale. Les divorces sont de plus en plus nombreux en France. Conséquence, plus de parents seuls, avec des enfants à charge. La spirale du surendettement entraîne donc parfois des familles relativement aisées. Créée il y a 60 ans, l'association Consommation, Logement et Cadre de Vie apporte une aide juridique à des personnes dans des situations inextricables. Alain Cotten est bénévole. Il gère les dossiers de surendettement. Lui a vu passer ces cas particuliers d'individus pour qui tout a basculé. La situation de surendetté, la situation d'une personne qui se retrouve quasiment au niveau zéro, c'est une situation à laquelle on peut aboutir extrêmement rapidement. Bon, c'est pas faire du Zola que de dire que quelqu'un qui se trouve en situation de cadre dans une grande entreprise peut aussi du jour au lendemain se retrouver au niveau du chômage suite à la fermeture d'un service ou bien à la perte d'un brevet. Donc ça conduit à un chômage, à un licenciement économique et de proche en proche avec les problèmes que ça cause au niveau de la famille et au niveau patrimonial. Donc c'est ensuite après le chômage, le divorce, la vente judiciaire du pavillon ou de l'appartement qui était la résidence familiale, les enfants qui sont confiés à l'un ou à l'autre, et puis les problèmes du quotidien et du cadre qu'il était, eh bien la personne peut se retrouver quand même peut-être au bout de 7 ou 8 mois en situation de SDF, c'est-à-dire en situation de surendetté. En France, 8 millions de personnes vivent sous le seuil de pauvreté, un seuil fixé en Europe à 950 €. Selon les associations, le nombre de personnes en difficulté progresse. La France est connue pour son système de protection sociale, un système qui permettrait de diviser par 2 le niveau de pauvreté selon Julien Damon. Mais par manque d'informations et face à la complexité des démarches, il serait 10% de bénéficiaires à ne pas avoir recours aux aides auxquelles ils ont droit.
On a un système bariolé, plus ou moins efficace, dont on pense ce que l'on veut, mais qui pêche par une complexité surréaliste et qui n'a aucun intérêt à décrire dans le détail. Mais vous avez des responsabilités qui relèvent de l'État, des responsabilités qui relèvent des différentes collectivités territoriales, des différents niveaux de collectivités territoriales, des dispositions, dispositifs et moyens qui relèvent des caisses de sécurité sociale, et le monde associatif également est mobilisé, lui-même financé par les pouvoirs publics. Une première orientation cruciale qui est de simplifier ce système et de le simplifier drastiquement, radicalement. Qu'il y ait, par exemple, une instance qui ait la responsabilité de la prise en charge des personnes qui sont sous le seuil de pauvreté. Ce peut être les villes, ce peut être des caisses de sécu, ce peut être les services de l'État. Je ne sais pas ce qui est immédiatement le mieux. Personnellement, je plaiderais pour les villes, mais qu'une personne qui est en difficulté n'ait pas 12 guichets entre lesquels elle puisse être balancée. C'est un point crucial. De la même façon, sur ce plan de la simplification, nous avons en France une dizaine de minima sociaux. Qu'est-ce que c'est que des minima sociaux? Ce sont des revenus minimums qui diffèrent selon votre situation. C'est complètement aberrant d'en avoir 10 quand, dans le reste du monde, il n'y en a aucun. Ou quand, dans les pays développés, il y en a 1, 2 ou 3. Si on avait un système pour les personnes handicapées qui ne peuvent pas entrer sur le marché du travail, un système pour les personnes âgées qui n'ont pas des retraites suffisantes, et un système type RSA, ce qui a été réinventé récemment pour les personnes d'âge actif, ce serait parfait, plutôt que d'avoir 10 dispositions, 10 systèmes différents. Simplifier, informer et améliorer l'image de l'aide sociale, c'est ce que prône Martin Hirsch, président de l'Agence du service civique et ancien haut-commissaire aux solidarités actives. C'est lui le créateur du RSA, une allocation de près de 475 € pour compléter le revenu d'un travail ou soutenir les personnes qui en cherchent. On a vu que ça augmentait la probabilité de retrouver du travail pour les gens qui avaient le RSA. Puis ensuite, on a généralisé. Et il y a un comité qui a évalué ces résultats. Alors première chose, il y a eu effectivement un certain nombre de gens qui sont sortis de la pauvreté grâce au RSA. On estime que c'est à peu près 150 000 par an. Ça n'est pas suffisant. Alors pourquoi ça n'est pas suffisant? Pour deux raisons. La première, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ne savent pas qu'ils ont le droit au RSA, parce que c'est inhabituel d'avoir une prestation quand on travaille déjà. Et la deuxième raison, c'est parce que le RSA s'est mis en place juste au moment de la crise la plus grave, et donc le chômage a augmenté, et donc l'aide au retour à l'emploi n'a pas été efficace pendant cette période où le chômage a augmenté. On estime qu'on aurait dû et qu'on devrait donc pouvoir faire sortir 700 000 personnes de la pauvreté. Si vous voulez, compte tenu des gens qui ont été précipités dans le chômage par la crise, l'effet du RSA n'a fait que atténuer une partie de cet effet-là. Il n'a pas surcompensé l'effet de la crise. Il y a un autre objectif qu'on avait et qui est important, qui est un objectif dans l'opinion publique. Vous savez que le regard sur la pauvreté est important. Quand on a fait cette réforme-là, le RMI avait très mauvaise presse. C'est-à-dire que quand on interrogeait les gens année après année, ils pensaient que ceux qui avaient ce minimum social étaient tous des feignants. Aujourd'hui, on s'aperçoit que le RSA a plutôt une bonne opinion et que le fait d'avoir fait le RSA est considéré comme une bonne chose aussi bien chez des gens de gauche que chez des gens de droite. Donc que ça redistribue les cartes par rapport au clivage politique. En France, on peut être propriétaire et vivre dans des conditions de grande précarité. On peut posséder son logement, mais être à tout moment menacé d'expropriation. Dans la banlieue parisienne dite sensible, un tiers des habitants vivraient sous le seuil de pauvreté. 40% des jeunes de moins de 25 ans seraient au chômage. Ces zones sont les oubliés des politiques publiques, les oubliés de la mobilisation gouvernementale. Conséquence, l'engrenage de la paupérisation. C'est le cas de cette cité, le Chêne Pointu, à Clichy-sous-Bois, dans le nord-est de Paris. Ici, 7 personnes sur 10 vivent sous le seuil de pauvreté. Regain de tension ce soir à Clichy-sous-Bois. C'est dans ce quartier qu'en 2005 avaient débuté les émeutes urbaines qui se sont répandues dans toute la France. En toile de fond, un malaise social. 1500 logements, 6000 personnes. Les 2 copropriétés n'ont jamais été rénovées depuis leur construction, dans les années 60. Pour les propriétaires, les charges sont très élevées. Elles avoisineraient les 900 € par trimestre. Pourtant, les immeubles tombent en ruine. En cause,
un problème de gérance et des dettes de copropriété qui s'accumulent. Dans le quartier, une association a été créée. Redresser ensemble le chêne pointu. Guy de Pellet en est l'un de ses membres. Il nous montre l'état de délabrement des immeubles et les conditions de vie de leurs habitants. Dans chaque cage d'escalier des grands bâtiments, il y a 4 ou 8 escaliers de ce type-là. Et aujourd'hui, ils ont dû savoir que vous veniez parce que c'est tout propre. C'est la visite du colonel, donc c'est impeccable. Donc là c'est propre, ça veut dire qu'en temps normal... En temps normal, il y a des détritus sur plusieurs marches de hauteur. Alors les gens, ils payent des charges parce qu'ils ont une cave, mais c'est hors de question qu'ils entreposent quoi que ce soit dans la cave ou même qu'ils y accèdent. Et donc il y a des tonnes de ce qu'on appelle des encombrants, donc chaque fois qu'il y a un déménagement, Bloom, tout part là-dedans. Et donc la société en question est censée, plusieurs fois par mois, nettoyer toutes les caves. Mais c'est moyennement fait, on va dire. Et donc il y a toujours des risques d'incendie, sans parler périodiquement des rats. Donc là, autrefois, il y avait des doubles plafonds qui cachaient tout, quoi. Ils ont préféré virer tous les plafonds plutôt que de les réparer. Ça, c'était, je sais pas quel était ça devait être un local à poubelle ou je sais pas quoi. Et à force que là, il n'y avait pas de porte et tout, donc un jour, il a cramé. Alors il a fallu changer toutes les canalisations, c'est vivre dans des conditions d'hygiène qui sont très loin d'être réunies, puisque il y a eu récemment une campagne de dépistage de la tuberculose. Ici, en théorie, la tuberculose était une maladie qui avait quasiment disparu du territoire et qui réapparaît dans des coins comme ça, quoi. Donc là, c'est des ascenseurs. Celui-là, il ne fonctionne pas depuis des années et des années. Donc ici, il y a 10 étages. Donc là, vous pouvez... Il y a 10 étages qui sont desservis à raison de 4 appartements par étage. Voilà, donc ici plutôt en moyenne c'est soit des personnes très âgées, soit des familles nombreuses. Et donc c'est un spectacle quotidien où si vous venez à l'entrée ou à la sortie des écoles, c'est des colonnes de mères de famille qui descendent et montent les mômes, les courses. Alors comme tous les ascenseurs devenaient dangereux, donc ils n'ont pas seulement été arrêtés, ils ont été soudés. Voilà. Mais comme ça, on est absolument sûr que qu'il n'y a aucun risque que les gens prennent l'ascenseur. Pour remplacer les ascenseurs, un service de portage est proposé aux habitants. Un service qui pourrait prêter à sourire. Des jeunes, enfin, ou des quand même des gens qui sont capables de trimballer des paquets. Pas forcément parce qu'il y a un handicap. D'aider les gens, parce que les ascenseurs ils ne vont pas être refaits avant 6 mois, 1 an. Donc pendant cette période-là, aider les gens à trimballer tous leurs paquets, quoi. Donc c'est des personnes c'est des personnes qui vont aider les gens à monter les paquets, à faire les choses. Un service qui ne fait pas sourire tout le monde. On accepte tout simplement de rester dans la misère. Moi, je me faire porter tout seul. C'est n'importe quoi. Je veux pas c'est pas normal qu'un autre mec qui vient, c'est pas un boulot, c'est de l'esclavage. L'année apporte le truc, parce que déjà, on a condamné les ascenseurs, on a payé une fois, et là, on repaye pour les trucs de portage, ils sont même pas là. Portage, ça sert à rien. Moi, le mec qui vient porter mes portes, je lui dis non, porte pas. C'est quoi, on accepte la misère. Si on n'est pas là, vous croyez que maman va pouvoir porter tout ça? C'est impossible. Franchement, on peut pas. Il a mis quoi en place après? C'est avec la poulie et le système de portage, quoi. On va faire les courses, on met dans le sac. On voit les mains à la télé. Oh, merci beaucoup. On tire. On se débrouille comme on peut avec les moyens du port. 70 000 €, jetés par la fenêtre pour un système. Et quand on entend que chaque plaque, 500 € pour chaque plaque, alors... 37 000 € ça coûtait, c'est même. C'est n'importe quoi. C'est les gens qui s'entraident. Oui, mais c'est des voisins. Franchement, ça fait 15 ans qu'on se connaît, depuis tout petit. Là. Voilà, ça fait combien de temps que vous pouvez porter depuis maternelle, quoi. Non, les courses, ça fait 3-4 ans, voilà. Mais ils s'entraident, les gens. Ils n'ont pas besoin d'une personne pour les aider.
Là, du coup, genre, là, ça se trouve sur les bras, là, j'ai peut-être de 25 kg, 30 kg sur un bras. Bon, facile. Heureusement, là, les gabarits qui font. C'est ça que vous saviez pas, vous Ouais, mais sauf que nous, on n'est pas rémunérés. Voilà, exactement. Bon, allez, voilà, merci. L'entraide et la débrouille. Mahmoud nous montre donc le fameux système mis au point par son frère pour monter les courses. Et voilà, vu qu'on est délaissé par l'État, il ne reste plus ça qu'à faire. Là, c'est avec le rez-de-chaussée haut, c'est 8e étage. Et si on est à l'école, ou au travail, les mamans elles laissent les courses dans la voiture ou les personnes âgées. Et voilà quoi. C'est quand on revient de l'école, du travail, qu'on est obligé de les monter. Et c'est tous les jours comme ça. Et ça y est, on a pris l'habitude. Hein. Ça fait 3 ans. À force d'être délaissé, on fait avec nos propres moyens. Le problème du chêne pointu n'est pas seulement administratif. Il est aussi lié à la paupérisation de toute une zone qui semble ne pas être mise au cœur des priorités de l'État. Olivier Klein est un enfant du chêne pointu. Il est aujourd'hui le jeune maire de la ville de Clichy-sous-Bois. Pour lui, le mal logement des habitants de ce quartier a des solutions et c'est d'en haut qu'elles doivent venir. La solution, c'est d'abord une intervention massive des pouvoirs publics, de l'État en premier, de la région, pour que, d'abord, on ne laisse plus ce qu'on appelle les marchands de sommeil investir le chêne pointu. Il y a des gens qui achètent les appartements au chêne pointu, qui les louent très cher à des familles en grande précarité, et ces gens-là encaissent les loyers et les charges et ne repayent rien à la copropriété. Donc il faut trouver un partenaire public qui va acheter les appartements au chêne pointu à la place de ces marchands de sommeil, qui va acheter les appartements aux familles qui n'ont plus les capacités de rester copropriétaires. Donc on leur propose de leur acheter à l'amiable leur appartement. On leur propose aussi d'y rester, mais d'y rester non plus comme propriétaire en grande difficulté, mais comme locataire. Pour avoir les moyens de réhabiliter ces immeubles, il faut un programme de renouvellement urbain, comme il y a eu à Clichy-sous-Bois dans un autre quartier. Il faut que très vite l'État décide un deuxième programme de renouvellement urbain dans lequel on va réhabiliter très lourdement ces immeubles, parce qu'aujourd'hui, ils sont vieux, ils sont fatigués. Il y a de l'énergie qui part par les fenêtres, par les toits, enfin partout. Ça consomme beaucoup d'énergie, ça coûte beaucoup d'argent aux gens qui y habitent. Donc il faut un plan massif sur les bâtiments et en même temps un certain nombre d'actions, accompagnement de la précarité des familles, parce que aussi une des raisons de cette situation, c'est que les familles qui habitent là sont très pauvres. Donc il faut les accompagner dans leur recherche d'emploi. Et après, s'ils trouvent un emploi, il faut leur donner envie de rester à Clichy-sous-Bois. Et pour qu'ils aient envie de rester, il faut qu'ils aient une capacité d'aller travailler le plus rapidement possible sur les lieux de leur emploi. Et ça passe par les transports. En 2011, en France, plus d'1 300 000 locataires en difficulté de paiement ont été expulsés. Nous sommes le 14 mars. L'association du droit au logement, le DAL, ne désemplit pas. 14 mars, veille du 15, la fin de la trêve hivernale. Une trêve qui interdit de mettre les gens à la rue à partir du 1er novembre. Les procédures d'expulsion devraient donc reprendre d'ici quelques heures. Mais pourquoi faire chez l'avocat ? Kheira Guérib fait partie de ces près de 3 700 000 mal logés en France. À cause d'un conflit qui dure avec son bailleur, cette mère de 2 enfants a finalement reçu une procédure d'expulsion. Je vais me retrouver à la rue. Voilà. Et là, j'ai rien ramassé, j'ai rien préparé, parce que là, il me reste pas grand-chose. Hein. On est le 14. Donc, normalement, je suis censée remettre les clés avant le 1er. Mais moi, je n'ai pas où y aller. Et j'ai vu l'assistante sociale aussi de mon entreprise. Elle me dit, au pire, je vous mets dans un hôtel. Mais hôtel, je refuse. C'est pas pratique pour moi. Moi, je vis l'angoisse et le stress en permanence. Ma fille, elle est en fac. C'est devoir. Non, non. Ça, c'est... C'est dur pour moi. Je n'ai pas de famille, Mais franchement, je ne souhaite pas que la police vienne me prendre par le bras. Et... D'après les gens qui sont passés par là, ils me donnent que 5 minutes pour prendre mon sac à main. Ça, j'ai pas envie de le vivre. Hein. C'est pour ça que je suis venue voir. Bon, si je dois rendre les clés, puis pour aller aussi.
me perturbe, Puis je risque de perdre mon travail aussi. Parce que dans mon travail, dans mon état d'esprit, il ne faut pas que je communique le stress dans mon travail, parce que je travaille dans la petite enfance, donc je risque de perdre aussi. Là, je suis fatiguée, je suis déprimée, je ne sais pas, mon corps ne m'obéit plus, ma tête. Je ne mange plus, je dors plus, je n'ai pas de famille, voilà. Je compte que sur le DAL. Quand j'arrive ici, je suis bien. À 80 ans, il risque lui aussi d'être bientôt expulsé de son domicile. Jean-Pierre Bjaï réside dans le sud de la France. Il est de passage à Paris pour raison médicale. Jean-Pierre a voulu en profiter pour venir se renseigner sur ses possibilités de recours. Oui, je vous dis, je suis condamné à être expulsé par un arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence. Normalement, actuellement, je bénéficie de la trêve hivernale jusqu'au 15 mars. J'ai fait un recours en commission d'Hidalgo, à la préfecture. J'ai une réponse en novembre qui m'ont déclaré prioritaire et j'en suis là. Voilà, alors, je veux savoir. Et est-ce que vous avez déjà été convoqué par votre commissaire? Oui, ça y est. Le vieil homme est venu sans pièce justificative, mais il explique de manière très précise sa situation. De toute façon, il y a encore un moyen peut-être de rattraper ça, c'est de constituer un dossier dans une association de droit au logement et qu'on envoie un fax au préfet pour retarder votre expulsion. Surtout lui demander s'il a déjà signé l'expulsion. La bénévole cherche à l'orienter vers une antenne du DAL, plus proche de chez lui. Colmar, Mulhouse, Rouen, Montreux, Ivry. Plus près de chez vous, ce que j'ai, c'est Toulouse. Hein. Normalement, les personnes qui ont un DALO favorable ne doivent pas être expulsées, justement. Ils doivent avoir une proposition. Et c'est pour ça que là-bas, vous avez cette chance. Si ça serait à Paris, je vous le dis franchement, depuis longtemps que vous serez expulsés. Hein. Pour quelle raison il vous met dehors, le propriétaire? Son dossier est pris au sérieux par le porte-parole du DAL, Jean-Baptiste Hérault. Qui avait 4 enfants. Elle est décédée en 2008. C'est 3 garçons, avec lesquels j'avais d'excellentes relations, mais d'excellentes relations. Mais 2 jours après eux, ils m'ont dit Jean-Pierre, il faut partir. Ils ont fait un référé pour retraite. Des histoires comme celle-là, il en entend malheureusement, quotidiennement. Ils ont dit vous êtes dehors pour vendre. Mais à payer une indemnité d'occupation de 1 000 € par mois. Les expulsions ont doublé en l'espace de 10 ans en France, parce que les loyers n'ont jamais été aussi chers. Les loyers aussi ont doublé d'ailleurs, ainsi que les prix de l'immobilier, et les prix du foncier ont été multipliés par 3. Donc il y a vraiment un climat très spéculatif qui s'emparait de l'ensemble du pays, du fait d'une part du contexte international, et d'autre part des politiques publiques qui ont encouragé la cherté du logement. Alors la situation générale, c'est plutôt des familles à bas revenus, des salariés, d'ailleurs des salariés pauvres, c'est-à-dire qui sont mal payés, qui sont payés ou qui ont des emplois à temps partiel. On a pas mal de mères isolées aussi, conséquences de divorce, etc. Beaucoup aussi des familles avec des personnes qui portent un handicap, un peu de chômeurs, un peu d'RMistes, enfin de personnes qui vivent avec l'aide sociale. Et de plus en plus, des gens qui viennent de milieux sociaux un peu plus aisés, des petites classes moyennes, comme on dit, et qui sont qui sont confrontés à un risque d'expulsion ou des difficultés de paiement à la fin du mois, ou qui n'arrivent pas à accéder à un logement parce que le logement est trop cher et les bailleurs privés demandent beaucoup de garanties. Alors comme on n'a pas suffisamment de logements sociaux actuellement, la demande augmente et on a une précarisation du logement qui s'est étendue dans notre pays, qui s'est développée, et qui touche une base sociale plus importante. Je vous dis, quand vous arrivez à Nice... quand j'arrive. Voilà. Donc vous me faxez, c'est pour ça que je vous ai mis le numéro de fax. Alors donc adresse à Nice. Voilà, exactement. 25, et c'est là donc d'où je suis expulsé, boulevard. En France, près de 685 000 personnes n'auraient pas de domicile personnel. Parmi elles, 85 000 vivraient dans des habitations de fortune, cabanes, tentes, caravanes, ou même simplement dans une voiture. Il est 20h sur le parking de l'Esplanade de Vincennes. Un peu plus d'une quinzaine de camionnettes et camping-cars sont stationnés.
Travailleurs saisonniers, salariés, retraités, différents profils vivent ici, dans leur véhicule. Cet homme, la cinquantaine, est allocataire du RSA. Il attend un logement depuis plusieurs années. Je suis venu ici parce que ça fait 5 ans que j'ai fait une demande c'est la PAC, c'est une demande de logement. Et je n'ai toujours pas de réponse. Alors en attendant, je suis ici, je renouvelle tous les ans ma demande et tous les ans, j'ai la même réponse, il n'y a pas d'appartement pour vous. Alors que je fais partie des prioritaires étant donné que je vis dans la rue. C'est toujours la même parole, il n'y a rien, voilà. Alors ça fait que je suis là en attendant. On ne peut pas dire qu'on survit parce que ça va, j'ai aucun problème. Hein. C'est pas parce que je vis dans mon camion que je suis, j'allais dire à la rue. Ouais, on est à la rue, mais quand même, ça va, j'ai pas à me plaindre. Hein. Vous voulez voir des malheureux, il faut aller voir ceux qui dorment dans les bois. Oui, ils sont encore plus malheureux, moi ça va, je me chauffe, j'ai une télé, j'ai un ordinateur, j'ai un téléphone, je vis comme tout le monde. Seulement, voilà, mon adresse, c'est ici, quoi, c'est tout. Hein. Écoutez, moi, je bois pas, je fume pas. Donc, 450 € pour me nourrir, moi, je pense que c'est largement suffisant. Hein. Ah, j'ai pas de charge, j'ai pas de loyer. Mais oui, j'aurais un loyer à payer des charges, forcément. Hein. Je m'en sortirai pas. Hein. Alors ça va, en plus, je paye mes assurances. Ouais, j'ai mes 2 véhicules, je paye mes assurances et tout. Hein. Moi, j'aime pas ce mot SDF. SDF, c'est quoi? C'est quelqu'un qui n'a pas de domicile. Mais seule difficulté qu'on a, c'est de ne pas être compris par l'État, par la ville, par les gendarmes et par la police qui, du jour au lendemain, ils peuvent nous virer, nous dire voilà, maintenant, vous n'avez plus le droit d'être ici, comme ils ont fait cet hiver. Ils nous ont fait la chasse, carrément, on était les bêtes noires qu'il fallait à tout prix éliminer. Le préfet ne veut plus d'SDF ici sur le parking. Ils veulent bien des camping-cars, mais pas d'SDF. 3 camionnettes plus loin vit cet homme, nous l'appellerons François. Cadre dans une entreprise, il gagne très bien sa vie. Dormir dans un camping-car, il l'a choisi, il en a même fait un mode de vie. Ce soir-là, François reçoit la visite d'un ami qui lui vit sur un autre parking des environs de la capitale avec sa compagne. Aujourd'hui, s'il dit avoir pris goût à sa condition, il évoque à l'origine ce qu'il appelle un choix forcé. Suite à un très gros surendettement, j'avais le choix de me retrouver dans un camping-car acheté à moindre coût, ou alors de vivre dans ma voiture tout en ayant un emploi avec un bon salaire. Donc le choix a été vite fait, j'ai pris le choix du camping-car, quoi. Parce que ça permet de vivre quand même dans des conditions décentes, d'avoir une douche, des toilettes, de pouvoir faire chauffer ses repas, d'avoir un vrai lit. C'est quand même des conditions plus décentes. Ça me permettait de rembourser mes dettes et j'ai mis peu de temps à les rembourser. Ensuite, quand j'ai vu que finalement j'avais mis peu de temps pour rembourser ces dettes, c'est devenu. D'abord, j'ai pris goût à ce mode de vie. J'ai rencontré des gens qui vivaient de la même manière et puis une espèce de petite communauté qui s'est créée et c'était assez sympa. Et puis moi, financièrement, je m'y retrouve, donc voilà quoi. La première nuit, quand je suis arrivé ici, j'avais le moral très très bas, à 0. Et donc je me suis garé, je suis sorti et pour fumer une cigarette. Et j'ai vu des gens qui étaient dans des conditions 10 fois plus précaires que moi, en train d'essayer de chauffer des repas tant bien que mal sur le tableau de bord d'une voiture, sans chauffage, sans rien. Et ce jour-là, j'ai dit, voilà, t'as plus le droit de te plaindre parce que toi, tu arrives à vivre debout, tu arrives à avoir du chauffage, tu te gèles pas la nuit, tu peux prendre une douche, et puis tu as un vrai lit, quoi. Donc j'ai décidé d'arrêter de me plaindre, quoi. Ces hommes se considèrent donc comme des privilégiés, notamment par rapport à ceux qui vivent quelques centaines de mètres plus loin, dans le bois de Vincennes, sous des tentes. Dans la nuit, nous rencontrons 2 de ces hommes, à l'orée du bois.
Ils nous expliquent leur rude quotidien, mais refusent d'être filmés. L'un d'entre eux nous donnera cependant rendez-vous 2 jours plus tard, le matin, devant le château de Vincennes. En plein jour, la dualité du quartier saute aux yeux. Aux maisons huppées font donc face les tentes, devant lesquelles passent quotidiennement joggeurs et promeneurs. L'homme de 26 ans que nous retrouvons ne souhaite pas que l'on montre l'emplacement de son campement, mais il accepte de parler à visage découvert. Il ne souhaitera pas en revanche donner son prénom. Le jeune homme dit être un enfant de la DAS et avoir fait ses armes dans la Légion étrangère. Il en garde une force mentale et physique précieuse dans ses conditions de vie. Je vis dans le bois de Vincennes depuis un bon moment. Donc en toile de tente, avec un petit sac de couchage, et puis ma copine et mes 3 chiens. Alors pourquoi tu vis dans le bois de Vincennes ? Pour l'instant, parce que j'ai pas trop le choix en fait. C'est tout simplement, pour avoir un appartement, c'est dur. Puis en même temps, j'ai pas assez de ressources suffisantes pour me nourrir, moi et ma copine, plus mes 3 chiens. Donc après, puis en même temps, ils demandent trop de papiers au niveau pour avoir un appartement social ou que ce soit un appartement normal. Après, c'est trop de charges et enfin bref, c'est pas possible en fait. Je le montre pas, mais je le cache pas non plus. S'il y a une personne qui va me poser la question, je vais répondre oui. Je vais lui répondre, voilà, je vis dans le bois à l'heure actuelle, nanana, ceci, cela. Sinon, il y a des gens qui me regardent sans changer parce qu'ils savent comment je suis, donc ils me prennent comme je suis. Après, si la personne ne m'accepte pas, forcément, il ne me parle pas. Démarche administrative, oui, j'en ai déjà fait. J'ai déjà posé une demande de logement en préfecture, du moins à la mairie. Et pour l'instant, j'ai toujours pas eu de réponse. Et puis en même temps, il n'y a pas trop de loyer en région parisienne qui est pas assez, du moins qui est trop cher, quoi. Alors moi, je fais un peu de tout. Je fais tout ce qui passe. Je fais de la mécanique auto, mécanique camion, moto. Après, je travaille dans les bars aussi, comme serveur, barman. Je fais service de nettoyage, agent de sécurité, maître chien et garde du corps. Ça t'assure des revenus d'à peu près combien par mois ? En fait, c'est très variant. Très variant. Ça peut aller minimum entre 500 €, on va dire, jusqu'à 1300, 1400. Puis des fois, ça peut avoir des primes au-dessus, donc c'est totalement variante. On continue. Des envies pour l'avenir, avoir un appartement, me marier avec ma femme et avoir un enfant avec elle. Et avoir un travail qui puisse être genre un CDI, tu vois, très intéressant, avec une paye de 1500 € par mois, ce serait parfait. Précarité et menaces de la rue sont bien présents dans la réalité et dans les esprits. Selon un sondage effectué après la crise, plus d'un Français sur 2 craint un jour de se retrouver SDF. Selon